Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour, quel plaisir de vous retrouver en cette année 2021. Eh bien tout d'abord et avant tout, mes meilleurs vœux à toutes et tous et surtout mes vœux de santé. Car en cette période troublée, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Nous sommes donc le 4 janvier. Le 4 janvier, c'est le jour des Odilons. Qui s'appelle Odilon? On sait rien. Bref. Le chapitre 85 de ce livre, toujours le même, hein, Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno. Et une lecture par votre serviteur, toujours Grégory Baudouin. Le chapitre 85, la lettre de Jean-Joseph, la réponse de Julien, l'océan, les vagues, les marées, les tempêtes. On se croirait au Vendée Globe. La maxime du jour par les lettres. Nous pouvons converser les uns avec les autres malgré la distance qui nous sépare. Bon, aujourd'hui, on a les mails, puis téléphone portable. Enfin, une lettre. La veille du jour où le navire devait partir, André reçut une lettre à laquelle il ne s'attendait guère. Il regarda avec surprise tous les timbres dont la poste l'avait recouverte. Paris à Marseille, Marseille à Sète, Sète à Bordeaux. Elle était allée à la recherche des enfants dans les principales villes où ils avaient passé. Aujourd'hui, on dirait où ils étaient passés, où ils avaient passé. Que de peine a dû se donner la poste pour que ce petit carré de papier nous arrive. Je n'aurais jamais cru que la poste prît tant de soin. Oui, ça c'était avant. Hein. André ouvrit la lettre. Elle avait été écrite par le brave petit Jean-Joseph. Rappelez le petit Jean-Joseph. Ayant reçu quelques sous pour la fête de Noël, il les avait employés à s'acheter un timbre-poste et du papier. Puis, de sa plus belle écriture, il avait écrit à André et à Julien pour leur souhaiter la bonne année. On est dans le timing. Pour leur dire qu'il ne les oubliait pas, qu'il ne les oublierait jamais, que pour toujours, il se rappellerait qu'il leur devait la vie. André et Julien furent bien émus en lisant la petite lettre de Jean-Joseph. Cette preuve de reconnaissance du pauvre enfant d'Auvergne les avait touchés jusqu'aux larmes. Julien, toi qui as le temps, il faudrait, quand nous serons à bord du navire, répondre une longue lettre à Jean-Joseph. Cela lui fera très plaisir. Oui, je lui raconterai notre voyage, cela l'amusera beaucoup, et je lui écrirai bien fin, pour pouvoir en dire bien long. Oh, que c'est agréable de savoir écrire, André. Quand on est bien loin de ses amis, quel plaisir cela fait de recevoir des nouvelles d'eux et de pouvoir leur en donner. Alors voici la lettre que Julien écrivit donc à Jean-Joseph. Réponse de Julien à Jean-Joseph. Mon cher Jean-Joseph, lundi matin, André et moi avons été bien contents quand nous avons reçu votre lettre. Nous vous souhaitons, nous aussi, la bonne année, mon cher Jean-Joseph, et qu'il ne vous arrive que du bonheur. Mais savez-vous où nous l'avons lu? Votre petite lettre du jour de l'an? Eh bien, c'est à Bordeaux. Et savez-vous où je vous écris celle-ci, moi? Non, jamais, jamais vous ne devinerez cela. Eh bien,
je vais vous le dire, c'est au beau milieu de l'océan, sur le pont du navire le Poitou, qui est un grand vaisseau à voile. Un grand vaisseau à voile. On l'appelle le Poitou parce que le capitaine auquel il appartient est de Poitiers. Mais vous n'avez jamais vu la mer Jean-Joseph ni les navires non plus. Alors il faut que je vous explique cela. Alors imaginez-vous que l'océan me paraît grand comme le ciel. Partout autour de moi, devant, derrière, sur les côtés, je ne vois que de l'eau. Que de l'eau. Le ciel a l'air de toucher à la mer de tous côtés. Et notre navire avance au milieu comme une petite hirondelle bien petite, qui paraît un point dans l'air. Pourtant, il est très grand tout de même, le Poitou, et on est bien installé dessus. On est même mieux que dans un autre bateau où j'ai navigué déjà sur la Méditerranée. La Méditerranée, c'est aussi une grande mer, mais elle est bien loin de ressembler à l'océan. Elle n'a point de marée, point de flux, point de reflux, comme disent les matelots, tandis que l'océan a des marées qui sont très très hautes, très très hautes. J'étais bien en peine de ce que cela signifiait la marée, mais j'en ai vu une au port de La Rochelle où notre navire s'est arrêté un jour et je vais vous dire ce que c'est. Vous saurez d'abord, Jean-Joseph, que l'eau de toutes les mers remue toujours. Elle n'est jamais tranquille une seule minute. Elle danse à droite, à gauche, en haut, en bas, la nuit comme le jour. Seulement, la Méditerranée saute sans avancer sur le rivage et reste toujours au même endroit, comme l'eau d'une rivière ou d'une mare. L'eau de l'océan, au contraire, avance pendant 6 heures sur la terre comme une inondation. Alors il y a de grands terrains tout couverts d'eau, puis après, eh bien, elle redescend pendant 6 heures. Pendant 6 autres heures. Et là, on peut marcher à pied sec où elle était, comme j'ai fait à La Rochelle. Seulement, on ne peut rien laisser, vous pensez bien, ni rien bâtir, car elle revient ensuite pendant 6 autres heures, et elle emporterait tout. Et c'est comme cela, toujours, depuis que le monde est monde. Il paraît que c'est la Lune qui attire ainsi et soulève l'eau de l'océan. Je vous dirais, Jean-Joseph, que c'est tout à fait amusant, quand on est sur le bord de la mer, de jouer à courir au-devant des vagues. On a beau se dépêcher, voilà que quelquefois les vagues courent plus vite que vous, et on reçoit de bonnes giboulées dans les jambes, et on en rit parce qu'on a peur tout de même. Tout de même. Mais je suis sûr, Jean-Joseph, qu'en lisant ma lettre, vous vous dites « Est-il heureux, ce Julien, là, de voyager ainsi et de voir tant de belles choses ?» Tandis que moi, je fais tout bonnement des paniers, le soir, à la veillée, après avoir gardé les bêtes au champ tout le jour. Ah, Jean-Joseph, ne vous pressez pas tant de parler. Quand vous saurez nos aventures, vous verrez qu'il y a bien des ennuis partout. Allez, et d'abord, le premier jour qu'on était sur le navire, il y a eu de grosses vagues. Si grosses que cela nous ballottait, comme des feuilles sur un arbre quand le vent souffle. On ne pouvait pas marcher sur le plancher du navire sans risquer de tomber. Il fallait donc rester toujours assis, comme si on était en pénitence.
Et puis à table, quand vous voulez boire le vin, vous tombez tout d'un coup dans le col de votre chemise, au lieu de vous tomber dans la gorge. Et alors, petit à petit, à force d'être toujours secoué comme cela, on finissait par avoir envie de vomir. Et les marins, eux, ils riaient. Ah, ce n'est rien, petit Julien, c'est le mal de mer, ça passera. Hélas, Jean-Joseph, ça ne passait pas du tout. On ne pouvait plus ni boire, ni manger. On ne faisait rien que de vomir. Oh, le grand architecte de l'univers nous entend. J'aurais bien voulu je vous assure, être alors avec vous à tisser des paniers le soir, tout uniment à côté de feu. Enfin, tout de même, à la longue, cela s'en est allé, ce coquin de mal de mer s'en est passé, et je me suis remis à travailler dans un petit coin du navire, comme si j'étais à l'école. Voilà. Des gravures, bien sûr. Alors, la première gravure que voici, eh bien, c'est la marée basse et la marée haute. La marée basse, c'est celle du haut. Eh oui, la marée basse, est en haut. Alors, le lien représenté par la gravure est le Mont Saint-Michel, près de Granville. Et par Saint-Michel, vive les pas! Pardon, je suis désolé, c'est pavlovien. C'est un rocher isolé sur les côtes de Normandie ou de Bretagne. Hein. Les deux se battent. Hein. À marée haute, il est entouré par les flots. À marée basse, les flots l'abandonnent et on peut s'y rendre à pied ou en voiture. Et donc, en bas, et ben, c'est la marée haute. Et alors, l'autre gravure, la dernière gravure du jour, la voici. Hop là, où est-ce que vous êtes? Ah bah décidément, j'ai du mal à cadrer aujourd'hui. Là voilà. Donc, le Poitou, l'Aunis, ça s'écrit L'Aunis, et la Saintonge, Saintonge, ont des côtes sur l'océan avec le port commerçant de La Rochelle, 20 000 habitants à l'époque, et le port militaire de Rochefort, 30 000 habitants à l'époque. La ville principale de ces provinces est Poitiers, 31 000 habitants à l'époque, qui est une cité savante et industrielle. On remarque aussi Angoulême, 28 000 habitants à l'époque toujours, centre de fabrication du papier, Niort, 21 000 habitants, La Roche-sur-Yon, Châtellerault, avec une fabrique renommée de couteaux et d'armes blanches, Saintes et Cognac, qui font un grand commerce d'eau de vie. Demain, eh bien, ça sera le chapitre 89, la suite de la lettre de Julien. Eh bien, on ne change pas les habitudes. À demain, si vous le voulez bien. Et d'ici là, par le ciel, partout et pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.